il y a une décision qui est prise politique de supprimer la taxe d'habitation. Et aujourd'hui, les départements, mais aussi les villes, les communes, sont impactés. Et nous ne savons toujours pas quelles sont les ressources pérennes, évolutives, dont vont disposer les uns et les autres. Aujourd'hui, il s'agit de dire au gouvernement qu'on doit avoir des réponses et à un moment donné, ça ne justifie pas une politique de la chaise vide et l'arrêt de la discussion, mais à un moment donné, un coup de semonce pour que le dialogue reprenne à la rentrée sur de meilleures bases. Ouais, donc dont acte, on aura bien noté, et notamment des confrères, que vous associez à cette initiative un fait politique. Absolument. Le deuxième sujet, je m'associe volontiers au travail qui a été mené par le département, et en particulier de travailler sur finalement quelle nouvelle organisation ou future organisation de travail pour remplir finalement les missions qui sont les nôtres, c'est-à-dire apporter le service public à la population et mener des politiques de développement local. Notre ADN commun, c'est l'intérêt général. Et donc la question, c'est comment, dans un univers changeant, avec de moins en moins de moyens, nous pouvons rendre les services essentiels d'une manière équitable, équilibrée sur le territoire, en travaillant entre collectivités territoriales. Ce que je pense fondamentalement, c'est que les départements, j'ai toujours cru à leur utilité, avec grandes régions ou moins grandes régions. Je n'ai jamais été de ceux qui ont pensé que les départements pouvaient disparaître. D'abord parce qu'historiquement ils existent. Deuxièmement parce que moi je ne suis pas demandeur à la communauté d'agglomération de bassin de Bourg-en-Bresse de gérer le social et que le sujet de mutualisation à l'échelle départementale est pertinent compte tenu de son organisation et également de sa vocation. Deuxième élément, je pense en revanche qu'on doit travailler différemment. Et comme les EPCI ont par exemple, les grandes agglomérations, ont deux vocations premières. L'une, c'est mener à l'échelle de l'ensemble du territoire ce qui est structurant, les politiques de développement économique, de développement touristique et les grandes infrastructures et équipements de bassin. Et deux, c'est apporter aux communes les services dont elles ont besoin et dont elles ne pourraient pas disposer seules. Quand l'État décide de ne plus instruire les permis de construire pour les communes, si ce n'est pas la communauté d'agglomération qui le fait à la place des communes, que font les maires de communes de 300 habitants ou de 1000 habitants ? Ils ne peuvent pas. Nous devons être des pourvoyeurs de services de proximité et je pense que de ce point de vue-là, c'est davantage les EPCI, parce que justement ils sont plus grands, qui peuvent être apportés aux maires ces éléments de services de proximité. Et pourquoi il y a un doute sur ce positionnement des différentes structures tout de même, un certain nombre d'élus aujourd'hui, notamment de communes, ont l'impression d'être dépossédés de missions qu'ils doivent pourtant remplir. Oui, il y a deux choses. Il y a d'abord, est-ce qu'il y a de nouveaux transferts aux EPCI ? Nous ne sommes pas demandeurs d'aller dans la proximité. La proximité, c'est les communes. Deuxième chose que disent les collègues maires, c'est on ne va pas y arriver, on n'y arrive plus, c'est de plus en plus compliqué. Eh bien là, c'est là où le PCI doit être un pourvoyeur de réponses, de solutions et de proximité, c'est-à-dire d'apport de services aux communes. En quelque sorte aux communes. Que les élus, les habitants et même en ville s'adressent d'abord à leur maire, c'est une réalité, ça ne changera pas. La question, c'est comment, au niveau de l'EPCI, nous apportons aux maires et aux communes des éléments pour continuer à rendre ce service et à apporter des réponses de proximité. Et avec le département, je pense que nous devons travailler d'une manière probablement peut-être différente. En tout cas, c'est peut-être de manière plus contractualisée sur la mise en œuvre de nos politiques, en matière, mais nous le faisons déjà, économie, tourisme, actions en matière agricole, équipement d'infrastructures, contrat de projet État-région, nous l'avons discuté et travaillé ensemble, et que sur ces sujets-là, je crois que nous avons la capacité de travailler ensemble et que le dialogue soit fécond pour unir nos efforts et tirer dans le même sens, d'ailleurs avec la région. Et finalement, c'est aussi un autre rapport avec la région que l'on peut imaginer, parce que dorénavant, le développement économique, c'est compétences régionales et communauté d'agglomération, avec des discussions avec les départements sur les actions qui peuvent être menées. Ben, il faut arriver à travailler, à tirer ensemble dans le même sens à trois, pour que nos efforts se conjuguent et ne s'annulent pas. Sinon, nous ne faisons pas le job pour lequel nous sommes élus. Si je résume votre pensée, il y a la région en arbitre, et puis il y a des binômes département-interco et un binôme interco-commune, au fond. Je pense qu'il y a en tout cas, sur le sujet de la proximité des services aux communes, c'est plutôt le PCI qui doit être à l'avenir le pourvoyeur de services aux communes. Sur la question de la structuration des politiques publiques, de transport,
de développement économique, de tourisme et autres. C'est une contractualisation État, département et EPCI. Et effectivement, avec la région, qui a un rôle dans le schéma régional de développement et d'aménagement du territoire pour garantir les grands équilibres entre les ensembles métropolitains, les territoires urbains non métropolitains et les territoires ruraux. Et ça, c'est un dialogue qui peut être tout à fait fécond et fructueux. Moi, je vois la région comme garante de ces grands équilibres, y compris dans un dialogue avec l'État. Je prends un seul exemple. Nous avons besoin que nos hôpitaux, le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, par exemple, ou ceux du Doyonnax, demain, soient pris en compte dans leur développement à l'échelle régionale. Il y a une discussion avec l'État, mais le SRADET, les discussions avec la région, le contrat de plan État-région, ce sont aussi des outils dans lesquels nous pouvons tirer ensemble et où finalement la région a un rôle de garante des grands équilibres pour apporter à chaque stade de collectivité territoriale non pas la même chose, mais ce dont chacune a besoin. Face à cette quête, cette inquiétude parfois sur l'identité ou le bon positionnement, vous répondez, il ne faut pas avoir peur, et vous m'avez même dit, on ne serait rien sans les agglos. Pourquoi vous avez cette formule? Non, je passe la parole à Étienne Blanc, mais pourquoi? Je dis pas on serait rien sans les agglos. Ah, vous l'avez dit comme ça. Non, j'ai dit qu'aujourd'hui, je préfère être à 60 km de la métropole de Lyon qu'à 60 km de rien du tout. Parce qu'en termes de développement économique, en termes de... Aujourd'hui, si nous avons 1,quelques% d'augmentation de la population dans notre département, c'est bien sûr grâce à ses potentialités, c'est aussi grâce à sa situation et à la proximité de métropole. Quand je regarde sur une carte de France et que je discute avec mes collègues qui sont maires de Nevers ou de Charleville-Mézières, ils ne nous regardent pas comme, je dirais, avec inquiétude en disant « mais comment faites-vous à côté de la métropole de Lyon ?» Nous devons gérer notre rapport avec la métropole de Lyon. On en parlera dans la deuxième table ronde. Mais je pense que nous devons surtout être conscients du fait que c'est d'abord un atout, même si derrière, évidemment, il y a des sujets à gérer et que nous n'avons pas, de ce point de vue-là, de complexe à avoir. Et il faut organiser cela. Et la région, par ailleurs, l'a fait, et je suis sûr qu'elle continuera à le faire, joue un rôle de tampon et un rôle de garant. S'il y a du développement universitaire à Bourg-en-Bresse, à Roanne, à Valence ou ailleurs, c'est parce que la région, à un moment donné, sous tout mandat, et je pense qu'elle continuera à le faire, a dit à l'État, dans le CPER, si vous voulez qu'on avance sur Lyon, il ne faut aussi pas oublier Bourg-en-Bresse, Roanne et Valence. Ça fait partie des éléments qui contribuent à notre développement et à notre structuration. Alors, très bien, dont acte, mais... Je vous pose la question à tous les deux, et c'est vous qui sur ce point-là, avez la parole, Monsieur Blanc, mais vous avez vu la critique tout de même du résultat aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est à presque 75% de gens du sondage qui disent difficulté, la région n'est peut-être pas le bon niveau, et surtout, c'est surtout que son agrandissement n'a pas tout à fait réussi. L'interrogation est là, donc on entend ce que dit Monsieur Debat. Comment vous abordez les choses? Je crois que la première question à se poser, c'est de savoir pourquoi la loi a voulu constituer de grands ensembles régionaux. Et moi, j'y ai vu, ça n'a jamais été affirmé clairement par le gouvernement, mais la volonté du gouvernement est de disposer en France d'ensembles très pertinents pour pouvoir décentraliser des politiques lourdes. Jean-François l'a dit il y a 2 minutes. Et il y a des sujets sur lesquels il est compliqué de décentraliser sur un certain nombre de départements parce qu'ils ne sont pas à la taille pertinente, parce qu'ils n'ont pas l'histoire, notamment l'histoire économique. Bon. Et donc, je pense que la région, quand elle s'est constituée aussi puissamment, le gouvernement avait cette intention à tête. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est sur l'étude d'opinion elle-même. Et il y a un petit sujet quand même. Est-ce que les fusions ont fait ou n'ont pas fait d'économie? Très clairement, que l'on ne dise pas ça à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le budget de fonctionnement des 2 régions cumulées, il a chuté de 12%. Le total des économies fin 2018, ça sera grosso modo 300 millions d'euros d'économies. De 25 directeurs généraux adjoints, on passe à 5. De 60 directeurs de services, on passe à 25. On supprime des services et on fusionne. Vous êtes vertueux, mais ce que me disait Mme Guyon, c'est que par exemple, souvent, au niveau interco, on a complexifié et parfois, on n'a pas fait les économies. Il y a des intercommunalités qui ont fait des économies substantielles. Il y a des communes qui ont supprimé des services économies et qui ont supprimé des services supports pour les mutualiser. Mais en tout cas, en Auvergne-Rhône-Alpes, les économies, elles sont là. D'ailleurs, ça nous aide beaucoup. Alors, troisième sujet, est-ce que les régions doivent être une crainte, une inquiétude pour les départements? Moi, je suis très frappé de la manière dont on aborde ces sujets-là en France. On les aborde toujours, notamment dans le débat sénatorial, qui souvent a le texte en première lecture, on les aborde dans un esprit de concurrence. On les aborde dans un esprit de conflit. Mais très clairement, tout doit permettre de compléter les actions des régions et des départements. La loi NOTRe, elle n'a peut-être pas toutes les vertus, mais maintenant il faut regarder ce que ça donne dans son application.
La région a aujourd'hui une compétence quasi exclusive ou très importante dans le domaine économique. Mais comment ça se passe dans le département de l'Ain? Cette compétence, on l'exerce de manière très très étroite avec le département. Que je sache, depuis que nous avons cette compétence, nous n'avons pris aucune décision d'autorité. Le département avait un outil de développement économique, on l'a intégré dans une agence régionale et les choses se passent naturellement et elles se passent bien. Comment peut-on imaginer que dans une région dont le territoire est aussi grand que l'Irlande, une population de 8 millions d'habitants, plus importante que la Suisse ou équivalente à la Suisse, comment peut-on imaginer de gérer une compétence comme l'économie de manière centralisée? Je me souviens d'une discussion avec Damien Abad pendant la campagne des régionales, où il m'avait dit, tu sais, le meilleur slogan, finalement, ça serait d'allier la puissance régionale et la proximité départementale. C'est ça la vraie réponse. Et ce qui est vrai pour l'économie, c'est vrai aussi pour les transports. Nous avons récupéré les transports scolaires avec la loi NOTRe. Est-ce que vous pensez que depuis Lyon-Confluence, on peut gérer les transports scolaires du Cantal sans s'appuyer sur le département du Cantal? Voilà. Donc, ce qu'il faut imaginer, c'est deux choses. D'abord, c'est une meilleure articulation région et département dans un dialogue constant et dans un dialogue loyal. Et puis, deuxièmement, il faut sans doute imaginer, il paraît que le président de la République et la majorité actuelle y pensent, l'ancienne situation qui n'a jamais été concrétisée de conseillers territoriaux qui assurent cette liaison entre le département et la région. C'est votre regret. Mais bien sûr. Qu'on n'ait pas fait le conseiller territorial. Mais bien sûr. C'était la réponse à cette opposition ancestrale. Elle n'est pas nouvelle. Elle date des grandes lois d'après la Révolution où on a créé des départements pour détruire l'ordre ancien. Et ça reste dans les débats parlementaires. C'est une énorme erreur. Départements et régions doivent agir de manière complémentaire. On ne peut pas gérer des compétences sur un périmètre aussi large que le nôtre sans nous appuyer sur l'histoire. L'histoire de France, depuis 200 ans, sont des départements. C'était une simple anecdote. J'étais parlementaire quand un jour, je sais quel ministre avait proposé de supprimer les numéros des départements sur les plaques d'immatriculation. Et j'ai vu sur les marches du Palais Bourbon 150 ou 200 députés posés avec une plaque d'immatriculation. Et bien à ce moment-là, vous avez compris l'attachement des élus, mais l'attachement des Français à leur département. Donc articulons départements et régions, remettons en place le conseil territorial. Il a été supprimé pour des raisons purement idéologiques. Et à ce moment-là, je pense qu'on aura une architecture beaucoup plus efficiente pour notre pays. Alors, Damien Abad, vous êtes le président de cette table ronde, vous dirigez le groupe majoritaire au sein du conseil départemental, puis vous avez la vision nationale puisque vous êtes parlementaire. Votre sentiment sur ce qui s'est dit, le consensus ou pas consensus? On a tout pas affronté, on a tout traité avec les points d'achoppement, et pourtant, j'ai le sentiment qu'on peut trouver un consensus là. D'abord, mon sentiment premier, c'est que la France des territoires n'a jamais été aussi malade et on n'a jamais eu autant besoin des territoires qu'aujourd'hui. Et que la question qu'on doit se poser, c'est celle-là. Est-ce qu'on veut encore dans notre pays de la décentralisation, oui ou non? Est-ce qu'on veut encore faire confiance à la proximité, oui ou non? Est-ce que ça sert encore à quelque chose d'être un élu local et de porter des politiques, oui ou non? Notre sentiment, si on est là aujourd'hui, bien entendu que c'est oui. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'on le constate malheureusement chaque jour, c'est qu'il y a des coups de boutoir permanents qui fait qu'on affaiblit la relation entre l'État et les collectivités locales. Et moi, je veux saluer l'initiative qui a été prise par Dominique Bussereau, en tant que président du département de France, accompagné d'Hervé Morin pour les régions et également de François Baroin pour les maires, que de dire, à un moment donné, on tire la sonnette d'alarme. Pas pour ne pas être républicain, pas pour refuser le dialogue, mais pour dire, maintenant, il faut qu'on regarde avec des relations équilibrées. On n'est pas dans des relations de mise sous tutelle, on doit être dans des relations équilibrées et équilibrantes entre les territoires. Je rejoins ce qu'a dit Étienne sur la nécessité des complémentarités. Franchement, si on s'amuse à s'opposer les échelons les uns aux autres, personne n'y arrivera. Si on fait de la concurrence entre les collectivités, on n'y arrivera pas. Et il s'agit pour nous ni d'opposer les départements aux régions, je vais même aller plus loin, ni d'opposer les métropoles aux territoires ruraux. Parce que Jean-François a raison quand il dit qu'il vaut mieux être proche d'une métropole plutôt que trop éloigné. À une condition, c'est que la métropole participe à ce rééquilibre entre les territoires, entre les métropoles, le périurbain, qu'il ne faut pas oublier,
et le rural également qui est central. Donc il faut de l'articulation, il faut de la complémentarité, et il faut savoir surtout ce que l'on fait. Et c'est ça le grand enjeu, c'est de savoir où l'on va, et ce que l'on fait, et qu'est-ce qu'on porte comme politique. Et c'est pour ça que moi je suis très favorable à ce que l'on ait par exemple un impôt par niveau de collectivité. D'abord ça nous permet de voir ce qu'il augmente, et ensuite ça nous permet de voir aussi à quoi il sert. Ensuite, je pense aussi qu'il faut qu'on regarde très clairement les différentes politiques. Et moi, j'aime bien ce qu'a dit Christian, parce que c'est toujours très concret. On nous dit qu'il faut se rapprocher. Et vous l'avez fait. Vous l'avez fait en respectant d'ailleurs tout le monde, puisque vous n'êtes pas dans un processus de fusion ou d'annexion. Mais je pense qu'on peut le faire, ce qu'ils ont fait. Je vous prends juste quelques exemples. Le laboratoire départemental d'analyse. On doit pouvoir travailler, par exemple, avec la Saône-et-Loire. La question du tourisme, aujourd'hui, dans notre département de l'Ain, on doit pouvoir effectivement dépasser les frontières, parce que quand on va à Trévoux, à Ars-sur-Formant, à Vona, on doit pouvoir aussi aller dans le Beaujolais vert. Quand on va à Pérouge, on doit pouvoir aussi aller voir les pierres dorées. Quand on est proche de la Savoie ou la Haute-Savoie, on doit pouvoir aussi avoir des problématiques de l'Ain. Même chose sur l'économie. Oui, il nous faut dépasser ces frontières administratives, non pas pour vouloir manger son voisin, mais pour créer tout simplement des politiques de territoire qui permettent de créer de l'attractivité sur nos territoires. Et il y a deux choses, je voudrais dire, sur le sondage qui sont intéressantes. La première, c'est que n'oublions jamais, on ne l'a pas encore dit, que le département, c'est le premier partenaire des communes et qu'il doit être perçu comme cela. Parce qu'aujourd'hui, être maire, c'est pas facile. Et que la situation, elle est difficile pour toutes les collectivités, mais s'il y en a une pour laquelle c'est difficile, c'est la commune. Et je voudrais qu'on torde le cou à une idée reçue, qui est de considérer qu'on a 2000 milliards d'euros de dette parce qu'on aurait 36 000 communes. Non, on a 2000 milliards d'euros de dette parce que l'État n'a pas voté un budget en équilibre depuis 1974. C'est ça la réalité. Et enfin, la deuxième chose intéressante, c'est sur la question des priorités. La première des priorités, la fibre optique, le numérique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la connexion. Ça veut dire l'interconnexion entre les territoires. Ça veut dire l'accès aux infrastructures. Ça veut dire tout simplement des politiques concrètes, partagées, sur lesquelles on aboutit à des résultats. Et c'est comme cela, et uniquement comme cela, qu'on doit avancer. Ça veut dire rester chez soi, travailler de chez soi, notamment pour beaucoup de gens notamment. Et c'est en effet stratégique aujourd'hui. À ce stade, si vous permettez, je vais me tourner vers la salle. Puisqu'il y a des questions SMS, me dit-on, et puis il y a aussi des questions de la salle. Et puis je reviens à vous, et notamment, mesdames, en réaction, vous avez eu ce rôle de porter les objections, les critiques du terrain. Elles vont peut-être venir là maintenant de la salle elle-même, mais n'hésitez pas, on va essayer de dialoguer avec ceux qui ont été dit là. Alors, d'abord la question SMS peut-être, ou les questions SMS, Laurent Tissot. Alors, les communes rurales sont prêtes à travailler ensemble, mais entre leurs faibles moyens et la baisse des dotations, c'est de plus en plus difficile. Le département ne pourrait-il pas jouer un rôle moteur? Est-ce que ça, c'est le rôle du département, par exemple? Qui veut répondre? C'est un élu départemental qui doit se résoudre là, plutôt que M. Abad ou M. Debat veut poser la question, veut répondre. Moi, je peux répondre? Allez-y, Madame Lugagiro, je vous en prie. Au niveau de cette question, c'est vrai que les communes rurales, elles sont bloquées par les moyens financiers, par les baisses de dotations, mais le département de l'Ain, déjà, comme le département d'Isère et comme d'autres départements, contribue déjà par des conférences territoriales, par des dotations aux communes, à essayer de soutenir et d'aller en appui des communes pour permettre aux communes rurales justement de réaliser des projets que toutes seules ou même avec une intercommunalité, elles ne seraient pas en mesure d'assurer. Donc je pense que le département de l'Ain est déjà aux côtés de toutes les communes, qu'elles soient rurales ou pas rurales, déjà, mais on peut aller un tout petit peu plus loin. C'était un peu le sens des demandes qui étaient dans le sondage. Notamment, j'ai vu à un moment donné passer une question-réponse sur la formation. Voilà. Donc, effectivement, il y a peut-être des créer pistes un institut de formation. Monsieur Montaigne, à rechercher. Vous vouliez dire un mot là-dessus? Oui. J'ai envie de dire, moi j'ai le sentiment qu'on le fait déjà, monsieur, dame, hein, l'accompagnement en Haute-Savoie en particulier, mais j'ai entendu Jean-Claude, je vous entends, on le fait. Et on le fait tellement, finalement, que lorsque les aides de l'agence de l'eau sont en train de diminuer, voire de s'effondrer, on se tourne vers qui pour demander, s'il vous plaît, rallonger la subvention au niveau du département. Et là, je redis à nouveau que quand je parle à mon préfet, c'est de la 4G. Quand je parle aux parlementaires, au gouvernement, c'est la 2G, voire c'est le tam-tam. Alors, il faut le dire, ça, parce qu'on ne s'en sort pas, quoi, finalement. Ce sont des vrais problèmes du quotidien qui se passent
dans nos assemblées. Ouais. Vous avez fait sourire le préfet du département. Pardon de vous avoir trahi, monsieur le préfet, mais bon. Alors, autre question, est-ce qu'il y a une autre question SMS ou sinon question de la salle directement? Je ne la vois pas, la question SMS, donc il faut qu'elle apparaisse, mais on peut peut-être prendre une question de la salle en attendant. Et... Alors, là, on me fait signe, donc pourquoi pas, en effet, je voudrais qu'on porte un micro, voilà. C'est bon, merci beaucoup. Madame, manifestez-vous, s'il vous plaît. Pas manifester, mais manifestez-vous. En vous présentant d'un mot, on va peut-être prendre une série de questions. S'il y en a dans la salle, 3, 4, 5. Claude Comet, maire de Parvé-Natage, Bugey Sud. Je vous ai bien écouté, j'ai entendu plusieurs choses. J'ai entendu de libre administration. Alors, comment se fait-il que quand 2 communes interdépartementales veulent fusionner, on interdise cette fusion? Merci, on répondra. Non, je voudrais juste dire 2 choses. Après, vous parlez de non-concurrence avec les collectivités, entre les collectivités. Mais quand M. Barbier parle de politique territorialisée des aides, il exclut complètement le PCI puisqu'il fait une distribution directe par le biais d'une espèce d'instance territoriale. Et puis le dernier point, c'est on parle du lien commune-intercommunalité. Ça reste pas clair. Moi, je souhaiterais qu'il y ait peut-être un jour une charte, parce que quand une compétence s'applique directement sur le territoire communal, c'est compliqué pour le maire d'avoir le retour. Je parle par exemple de l'assainissement. Comment ça se passe quand la compétence va s'exercer directement? Et ça, la charte de fonctionnement commune, intercommunalité, elle n'existe pas dans le bloc communal. J'ai noté et je n'oublierai pas votre question, madame. Autre intervention venant de la salle éventuellement, profitez-en là, parce que ce serait... Oui, madame, ici non, madame ici, je ne vous avais pas vu, avec mes excuses, je vous en prie. Donc, Marie-Jeanne Béguet, pour l'association des maires ruraux de l'Ain. Donc le principe de libre administration et d'autonomie financière a été rappelé et évidemment nous y tenons beaucoup dans les collectivités locales. Ainsi, des communes choisissent de se regrouper pour exercer mieux leurs compétences, répondre mieux aux besoins et aux services des populations, en tenant compte notamment de la question de l'espace. D'autres ne ressentent pas ce besoin, ayant en interne des ressources suffisantes pour exercer leurs compétences. Laissons donc les communes libres, mais dans tous les cas, seule la volonté d'un destin commun à construire doivent les amener à ces décisions. La communauté de communes est le maillage territorial indispensable à notre positionnement par rapport à la contractualisation, par exemple, avec nos voisins. C'est l'outil qui permet d'optimiser, de développer, d'aménager et de donner l'attractivité au territoire. Mais pour que ce bloc fonctionne bien, la commune, que je pourrais un peu qualifier d'étalon de la démocratie, l'étalon or de la démocratie, doit être représentée dans la communauté de communes, dans l'agglomération, dans la métropole, de manière à ce que chacun puisse exprimer sa voix et que la majorité ne soit pas obtenue par une petite minorité de communes. Autrement dit, l'association des maires ruraux, nous souhaiterions une représentation de type européen de ce qui se passe dans les institutions européennes où la représentation n'est pas proportionnelle à la population. En outre, il paraît important de donner de l'importance. Laissez finir si vous voulez bien. Je vous en prie, madame. Allez-y. Il paraît important de donner de l'importance au bloc, aux maires, à la conférence des maires. Nous demandons à ce que dans la conférence des maires soit consultée pour chaque décision essentielle de la communauté de communes et que son avis soit un avis conforme. Merci, madame, pour cette intervention. Je n'ai pas terminé. C'est pour l'association des maires ruraux, je continue. Dans nos vastes régions, le département retrouve une fonction légitime et nécessaire d'accompagnement et de soutien aux collectivités locales, sans céder à la tentation de conditionner des aides
des aides à des exigences diverses qui est une ingérence dans la libre administration des collectivités. Voilà, je vous remercie. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a de ce côté-là une intervention ou non? Non. Monsieur, vous voulez intervenir tout à l'heure? Non. Est-ce qu'il y a une autre question SMS? Oui, je t'en prie. Le bloc communal, un lieu d'expérimentation avant une extension plus large à l'échelle intercommunale. Je veux être sûr d'avoir bien compris, mais vous traduirez mieux que moi peut-être les questions. Alors, mesdames, messieurs, on va reprendre, vous avez des micros là, ici c'est parfait. Oui, monsieur Barbier. Non, simplement pour répondre sur les intercommunalités, les présidents d'intercommunalités participent à la conférence des territoires comme les communes. Ce que nous avons fait en plus, c'est que pour les intercommunalités, on sait qu'il y a des projets qui sont beaucoup plus structurants. Donc nous avons libéré une enveloppe sur les projets structurants, hors l'enveloppe territoriale, pour les associés, et les intercommunalités doivent discuter du projet qu'elles souhaitent porter. Donc les intercommunalités ne sont pas du tout oubliées dans le dispositif. Juste un mot, si vous permettez, sur ce que peuvent faire les départements sur les mutualisations. En Isère, sur la compétence, et vous allez tous comprendre de quoi je veux parler, sur la compétence GEMAPI, qui est quelque chose de très compliqué. Nous avons encouragé les communes et les syndicats et les intercommunalités à se regrouper en syndicats de bassin versant. C'est-à-dire qu'en gros, sur l'Isère, on va avoir 4 ou 5 syndicats qui vont couvrir tout le département. Le département a apporté une aide financière au fonctionnement de ces syndicats, en leur disant, si vous vous regroupez, nous vous aidons. Et en plus, comme le département a des moyens via la taxe d'aménagement, on leur apporte une aide de 10 millions d'euros sur les 3 années à venir pour les investissements. Parce que GEMAPI, c'est bien beau, mais là aussi, c'est des responsabilités nouvelles, c'est des compétences nouvelles. Le département a mutualisé une équipe qui interviendra sur l'ensemble du département de l'Isère pour éviter aux intercommunalités d'embaucher des personnes avec cette compétence toute particulière. Et puis enfin, c'est des investissements. Alors, vos réactions, parce qu'il y a des questions quand même sur la fusion des intercos, parfois bloquées, hein, sur le rôle des EPCI au fond, mais là vous venez de répondre, sur cette idée d'une charte, peut-être quand même, pour clarifier la relation entre la dimension communale commune et puis la dimension communale, je dirais, du EPCI. Donc sur ces points, qui répond quoi? Damien Abad, vous voulez dire un mot? Jean-François Debat. Ouais, simplement, sur ce sujet-là, je crois que personne n'a de la vérité en lui-même. Il n'y a pas de PCI qui fonctionne si les communes n'ont pas la volonté de continuer à travailler ensemble et pour des raisons qu'elles maîtrisent. Donc dans la durée, effectivement, et c'est en tout cas le pacte de fusion qu'on avait fait sur la CA3B, c'est celui-ci, c'est de dire qu'on n'avait pas de restitution de compétences aux communes parce que les communes ne souhaitaient pas se voir restituer des compétences qui pour autant n'étaient pas exercées par l'intégralité du territoire, de déterminer des modalités de travail en interne où effectivement nous avons créé, ce qui est facultatif, une conférence des maires. Il y a 75 communes. Habituellement, dans les EPCI, tous les maires sont au bureau. Vous voyez bien qu'on ne fait pas un bureau à 75. Donc, on a des conférences des maires qui permettent de faire le point de manière régulière sur un certain nombre de dossiers, indépendamment des conseils communautaires. La question de la charte qu'évoquait Claude Comet, je ne crois pas qu'elle peut être générale. Elle ne peut être que propre à chaque EPCI. C'est-à-dire la définition d'un mode de relation et de travail entre communes et la communauté dont elles sont membres. Et de ce point de vue-là, la dernière question sur l'évolution, finalement, moi j'ai pas très bien compris la question SMS, mais, moi non plus, je pense qu'il y a 2 sujets différents. Il y a ce que font déjà les départements qui vient souvent dans de l'aide aux communes, notamment sur l'investissement. Et je pense que c'est essentiel, on ne sait pas faire sans. En revanche, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels je reste persuadé que c'est dans l'EPCI qu'on doit trouver les ressources. C'est tout ce qui concerne les moyens donnés aux communes pour fonctionner, y compris en mettant en commun un certain nombre de dépenses. Nous sommes en train, par exemple, d'évoquer les pompiers. Le contingent augmente en règle générale, et compte tenu des enjeux, il augmente un peu plus vite que l'inflation. On va mettre le contingent pompier à l'échelle intercommunale, et ce qui veut dire que les augmentations à venir, elles seront partagées sur l'ensemble de l'EPCI, elles ne pèseront plus sur chaque commune. Les services supplémentaires que l'on doit apporter aux communes en face à la complexité, la mutualisation
doit s'organiser plutôt à l'échelle de l'EPCI, voire une échelle infra-EPCI. Et je pense que nous sommes mieux placés que les départements sur ce sujet-là. En revanche, sur les aides aux communes, aides à l'investissement, les dotations territoriales, évidemment qu'on a besoin des départements. Et je ne vois pas du tout de contradiction entre l'aspect de mutualisation et pour les services aux communes qui reposent d'abord sur les EPCI pour le fonctionnement, et puis que les aides territoriales du département continuent de venir aider les communes à réaliser leurs projets propres. Damien Abad, dans l'interpellation de l'association des maires ruraux, il y a tout de même ce sentiment d'une perte d'identité, d'un risque en tout cas, et d'un manque de concertation avec l'échelon des maires. C'est clairement exprimé. En conclusion, je demanderai encore un mot à Madame Lugagiro, mais sur ce point, qu'est-ce que vous inspire les questions? Qu'est-ce que vous avez envie de leur répondre? Oui, bien entendu qu'il y a une perte d'identité locale et de territoire. Simplement, encore une fois, il faut savoir ce que l'on veut et il faut savoir où l'on va et quelles convictions on veut porter et on veut défendre. Je voudrais faire 2 remarques. D'abord, je pense que dans la libre administration des collectivités territoriales, qui est l'article 72.2 de la Constitution, qu'on va bientôt réformer, il y a le mot libre qu'on a oublié. Ce n'est pas l'administration des collectivités territoriales. C'est pour ça que la logique du pacte de contractualisation pose une difficulté quand ce pacte devient une mise sous tutelle des relations entre l'État et les collectivités locales. Et donc, il faut qu'on avance sur ce mot libre. Moi, je vous fais 2 ou 3 propositions pour avancer au niveau national. La première, c'est pourquoi on n'aurait pas une loi de financement des collectivités locales comme nous avons une loi de finances pour l'État et comme nous avons une loi de financement sur la sécurité sociale. Je pense que ça serait une avancée parce que ça nous permettrait d'avoir un vrai budget des relations de l'État avec les collectivités locales et pas une simple mission dans un bleu budgétaire, et ce qui nous permettrait au moins de pouvoir avoir une analyse approfondie des choses et éviter finalement que les maires attendent soit leur coupe de DGF, soit finalement à quelle sauce ils seront mangés au niveau de la fiscalité. Le deuxième sujet, c'est que dans autonomie fiscale, et ce n'est pas la même chose qu'autonomie financière des collectivités territoriales, il y a aussi le mot autonomie. L'autonomie, ce n'est pas l'indépendance, mais l'autonomie, ce n'est pas non plus la dépendance ou la mise sous tutelle. Et que donc, il faut qu'on ait aussi une réflexion sur la fiscalité locale. Et la réflexion sur la fiscalité locale, ça ne peut pas être simplement, on supprime la taxe d'habitation, on les enlève aux communes, et on leur donne en échange le foncier bâti, et ce n'est pas grave pour le département ou les autres collectivités, on leur donnera des points de CSG ou des points de TVA. Tout le monde sait que ce n'est pas la même chose de lever un impôt que d'avoir une dotation de l'État, y compris en termes d'autonomie fiscale. C'est un sujet fondamental. Et troisième sujet fondamental, c'est l'expérimentation et le droit à la différenciation des territoires. Bien sûr, la République, elle est une et indivisible, et qu'il faut protéger cette unité de la République pour éviter ce qu'on a vu dans d'autres pays européens, malheureusement. Mais l'unité, ce n'est pas non plus l'homogénéité. Il y a une diversité territoriale. Il y a des expériences de territoire à avoir. Et il faut aujourd'hui, au XXIe siècle, permettre ces laboratoires d'expérimentation, permettre là où l'on veut avoir des expériences de mutualisation, de fusion, d'avancée, de faire confiance au territoire. Et je crois que c'est ça le message fondamental. Au-delà de toutes les considérations entre les niveaux de collectivité, c'est de dire, donnons une vraie liberté dans la libre administration des collectivités territoriales, donnons aux collectivités une vraie autonomie dans les relations financières et fiscales entre l'État et les collectivités locales, et surtout donnons aussi aux collectivités la possibilité d'agir, la possibilité de tenter des expériences territoriales. En un mot, comme l'a dit tout à l'heure Christian Monteil, mais il n'a pas osé le dire, mais tant pis, je vais le dire à sa place, comme disait Georges Pompidou, c'est arrêter d'emmerder les Français, ben arrêtez aussi d'emmerder les territoires, et ça ira beaucoup mieux. Ah, c'était ça la citation de Pompidou, d'accord, ok. Ah oui. Alors, Madame Lugagiro, vous vouliez dire un mot sur la parité, parce que vous dites, ah, parfois, les femmes dans des exécutifs peuvent parfois y perdre, quand il y a des fusions parfois d'interco. C'était une remarque que vous vouliez faire. Oui, c'est une remarque que je vous ai faite quand vous m'avez interrogé, mais auparavant, quand même, je voudrais revenir juste... Ah non, on ne va pas revenir sur le fond, la table ronde est finie. Ah, on n'a plus le temps, là. Rapidement, c'est qu'on n'a pas parlé des bassins de vie. Et également au niveau des... dans la deuxième... Ah bon, et au niveau des fusions, ce qui est aussi important, c'est que ces fusions ont été souvent imposées et non pas demandées. Et je crois que quand on parle d'expérimentation au niveau des territoires, c'est important aussi de faire confiance aux élus locaux et qu'ils puissent choisir eux-mêmes leur avenir et leur construction. Et ça manque. Ça manque beaucoup. Autant pour moi, parce que vous avez eu raison d'assister, c'est un point clé. Mais on en reparlera dans la deuxième table ronde. Je voudrais qu'on remercie les orateurs de cette première table ronde, s'il vous plaît.
Très bien. Merci à vous. Alors, la relation avec quand même les deux grands monstres que sont Genève d'un côté et le Grand Lyon, qu'on n'appelle plus comme ça, de l'autre. Ça, c'est un des sujets qu'on va traiter ensuite. Et puis, quelques outils. Et puis, cette question des bassins, en particulier, et de fusion qui ne sont pas toujours reliés à la réalité des pays. Voilà les thèmes de la deuxième table ronde dans quelques instants. Pour l'heure, si vous voulez bien, avec l'intervention de présidents des autres départements, pour l'heure, 20 minutes de pause, avec un rafraîchissement, du café, mais vraiment 20 minutes, si vous voulez bien. On se retrouve ici, allez, à -5, et à 17h précises, on redémarre. À tout de suite, merci à tous.